Claude Maluret, bonsoir. Bonsoir. Alors, on reçoit un revenant, selon Sébastien Chenu, parce que vous avez exercé le pouvoir il y a 40 ans et que vous êtes mal placé, selon lui, pour donner des leçons aujourd'hui. Ouais. Que répondez-vous aux députés du Nord? Il vaut mieux être un has-been qu'un has-not-been. On va attendre de voir si... je suis stupéfait de leur arrogance. On a l'impression que c'est fait. On a l'impression qu'ils sont au pouvoir. Vous avez vu, ça fait une demi-heure qu'ils vous donnent des leçons avec la certitude que demain, c'est eux qui vont résoudre... Ils sont pas trop mal placés quand même. D'ailleurs, depuis les européennes. Oui. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir? Aujourd'hui, on a du mal à avoir à 5 jours du premier tour. Écoutez, moi, comment dire les gens que je vois... D'abord, le jour des élections européennes, la majorité présidentielle, elle était à 14,5%. Premier sondage de la semaine qui a suivi, quand il y a eu la dissolution, elle était à 18. Les sondages aujourd'hui, elle est à 22. Si vous y ajoutez les LR anti-Ciotti, les Républicains dignes, vous êtes, que moi je considère comme le bloc de la raison, le bloc central, vous êtes à 29. C'est-à-dire l'équivalent de la gauche et un peu moins que le reste. Il faut des additions un peu particulières. Oui, mais parce que... Les LR ne sont pas macronistes, ceux qui restent. Hein. Non, mais il faudrait qu'ils comprennent qu'ils sont en train de se tirer eux-mêmes une balle dans le pied. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont déjà compris et appellent dans les différentes circonscriptions à voter pour le candidat de la majorité présidentielle, de la même façon que beaucoup de candidats... D'accord, mais au deuxième tour, il y aura un choix sans doute à faire dans de nombreuses circonscriptions entre le Front populaire et le RN. Vous faites quel choix, vous? Moi, c'est très clair, je l'ai dit depuis longtemps. J'ai passé 20 ans de ma vie à Médecins sans frontières, vous le savez, pour venir en aide, pour secourir les victimes, les millions de victimes, je n'ai pas soigné des millions, mais j'en ai soigné un certain nombre, des victimes des régimes totalitaires communistes héritiers de ceux qui, au XXe siècle, ont fait des dizaines de millions de morts, ou les victimes des régimes totalitaires fascistes qui, au XXe siècle, ont fait des dizaines de millions de morts aussi. Je les connais bien, c'est les mêmes. Donc si le RN arrive au pouvoir, ce sont les nouveaux fascistes. C'est les mêmes, c'est les héritiers, l'histoire se répète. Donc RN et les filles, ce sont les mêmes. Marx disait qu'elle se répète comme une farce, elle se répète pas exactement, mais les totalitaires d'extrême droite et d'extrême gauche, je les connais bien, je les ai vus partout. Et les insoumis, ce sont les mêmes. C'est les mêmes. Ah non, c'est les mêmes. Il y a des sujets qui les divisent. Il y a deux sujets qui les divisent, l'immigration et Israël. Pour tout le reste, l'Europe, l'OTAN, Poutine, le complotisme, l'antivax, la retraite à 60 ans, etc., c'est les mêmes, ils sont le même programme. Vous ne choisissez pas entre les deux. Programme économique open bar avec des recettes complètement factices, qui n'existent pas, d'ailleurs qui ne donnent pas, ils sont incapables de vous le donner. Donc vous êtes sur la ligne du ni-ni, ni l'un ni l'autre. Je ne voterai jamais de ma vie pour un candidat héritier des totalitaires de droite ou de gauche. Donc vous votez blanc. C'est simple. Vous votez blanc. Oui, ou j'y vais pas, je sais pas. Mais vous regarderez qui est sous la bannière du nouveau Front populaire. À ce moment-là, vous ferez une distinction. On peut mettre un petit bémol, parce que, mais enfin, c'est quand même pas glorieux. Ceux qui sont sous la bannière et dont vous dites, oui, ils sont pas tout à fait, ils ont essayé de... Enfin, ils sont quand même allés à la soupe. La gauche donne des leçons de morale en permanence. Et cette gauche-là, même ceux qui sont des démocrates, ils sont en train, et d'ailleurs, vous voyez bien, Cazeneuve et les autres qui continuent, vous comprenez le fait que de dire c'est incompréhensible. François Hollande y aille sous cette bannière Bien sûr, bien entendu que je ne comprends pas. Enfin, Hollande, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'il ait été un très bon président, mais en tout cas sur les valeurs démocratiques, sur tout ce genre de choses, il n'a jamais hésité. Alors pourquoi il se présente sous cette bannière? Je pense que pourquoi Ciotti se vend au RN pour aller gagner sa circonscription, pourquoi Hollande veut revenir et trouve des voies qui ne me paraissent pas très, très glorieuses, c'est comme ça. Faut lui demander. Moi, je trouve pas ça terrible. Vous êtes totalement aligné en fait avec la vision d'Emmanuel Macron, qui renvoie dos à dos et qui dit on va droit vers la guerre civile, puisque vous dites ce sont deux héritiers du fascisme et qui nous ont menés à des guerres. Moi, je vous ai dit mon raisonnement. Emmanuel Macron fait le sien, qui est d'ailleurs à partir de prémices différentes de moi. Il n'a pas la même vie que moi, il n'a pas la même expérience que moi. Donc moi, je vous dis ma certitude de ça. Si ça recoupe celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, je vois pas pourquoi j'en serais pas content. Vous ne trouvez pas ces propos excessifs? Je le fais pas au nom de la prévention de la guerre civile. Je crois pas qu'il faille non plus exagérer, parce que c'est pas obligatoirement... Et vous dites la même chose, vous dites ni RN ni LFI en fait. Voilà, et c'est pas seulement la thèse de Macron, c'est la thèse de beaucoup de gens Manuel Valls, c'est la thèse de beaucoup de gens de droite, de gauche, qui sont tous des démocrates. Donc, qu'on se retrouve autour de la lutte contre les extrêmes, moi, c'est une fierté pour moi. Si je comprends bien, d'une certaine manière,
quitte à permettre au Rassemblement national d'avoir une majorité absolue et même une majorité absolue large, vous préférez ce cas de figure plutôt que de voir arriver à l'Assemblée nationale des élus écologistes, sociodémocrates et parfaitement républicains et correspondant aux valeurs que vous défendez d'ailleurs. Et alignés sur Mélenchon avec la majorité des circonscriptions. Donc c'est mieux d'avoir des députés et qui revendiquent désormais pratiquement ouvertement d'être Premier ministre. Moi, franchement, je ne fais pas de politique chican. Strauss-Kahn fait une distinction. Il se dit, moi, en me bouchant le nez, je vais voter quand même LFI. Parce qu'il faut choisir son meilleur ennemi. Et pour lui, le meilleur ennemi, enfin le pire ennemi plutôt, c'est le RN. Ouais, c'est la première fois que Strauss-Kahn fait dans la distinction. Bon, c'est son problème, il peut faire la distinction. Mais moi, je ne fais pas de politique fiction. D'abord, je ne crois pas qu'il y aura, je crois que le plus vraisemblable, on est désormais à quelques jours des élections, on voit bien, les sondages au fur et à mesure qu'on s'approche du jour s'affinent de plus en plus, il n'y aura pas de majorité. Il y aura 3 blocs et il n'y aura pas de majorité. Donc je ne vais pas me poser la question de savoir, je ne vais pas renoncer avançons alors, s'il n'y a pas de majorité. Oui, mais justement, s'il n'y a pas de majorité, l'hypothèse alternative serait éventuellement une coalition à l'Assemblée. Mais vous venez de les exclure, vous venez de les excommunier. Sans RN et sans LFI. Mais sans RN, sans LFI, vous venez d'excommunier ceux qui sont allés sous la même bannière du Front populaire. Donc comment leur proposer une coalition au lendemain du vote? Mais pourquoi je ne pense pas qu'il puisse y avoir une coalition non plus avec des gens qui sont aujourd'hui sous la bannière des extrêmes. Qui va gouverner, une coalition qui sera traitée, qui sera considérée par tous les Français comme d'habitude, comme de la tambouille politique. Donc on va vers une France ingouvernable. On va vers... alors, écoutez, la 5e... vous avez parlé tout à l'heure d'il y a 40 ans, c'était la première cohabitation. J'étais donc ministre de Chirac, qui gouvernait avec Mitterrand président. C'est une cohabitation dure d'ailleurs. Dure, oui. Et tout le monde disait, on n'a jamais vu ça, la 5e, et la Constitution n'a rien prévu, c'est foutu. Bah, ça c'est pas foutu. Et depuis, il y a eu 3 cohabitations. Et demain, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais on va pas non plus. On a des institutions. Mais qui va gouverner? Qui va gouverner s'il n'y a pas de majorité? Mais peut-être, je sais pas, un gouvernement de techniciens, comme on en a vu dans d'autres pays, notamment d'autres pays d'Europe. Peut-être une coalition, si le nombre est suffisant, une coalition qui arrivera à peu près au même nombre de députés que la majorité relative actuelle. Je n'en sais rien. Ça va être de l'improvisation. Le RN peut très bien avoir une majorité relative. Oui, ils peuvent avoir et le président de la République décider de prendre un Premier ministre dans les rangs du Rassemblement national. Et peut-être il peut même y être contraint par la réalité. Il peut aussi avoir... Les Français n'aimeraient pas qu'on leur vole leur élection, même s'il y a une majorité relative. Il peut avoir aussi... c'est ennuyeux parce qu'on rentre dans le on fait des scénarios, on vote dimanche. Voilà, supposons que le RN ait une majorité relative. Si Macron nomme un Premier ministre centriste, je dirais, du bloc de la raison, vous pensez que la gauche va s'allier au RN ou qu'elle va faire des compromis? En fait, on va revenir à la situation actuelle. Eh bien, peut-être. Donc, en fait, la clarification, parce que c'était l'argument avancé par Emmanuel Macron, il faut que ce soit plus clair. Ça, c'est votre raisonnement, mais alors là, les Français seraient en colère. C'est un scénario que je vous donne. Il y en a plusieurs des scénarios, mais je ne sais pas lequel sera. Vous avez compris pourquoi c'est pour montrer qu'on n'est pas obligatoirement dans la cata. D'accord, mais pourquoi le président a dissous alors si c'est pour revenir à une situation qu'on connaît actuellement, une majorité relative, un peu compliquée? Je suppose que vous pouvez l'interroger de temps en temps. Et vous-même, vous avez compris, fort de votre expérience? Écoutez, je sais bien que le jour où il a dissous, tout le monde a dit c'est un dingue. Vous l'avez pensé, vous? Non, dans un premier temps, je me suis dit le geste est un peu fou. Mais je me suis rappelé aussi que Macron, il est président et il a gagné un certain nombre de challenges, aussi parce qu'il a fait des gestes un peu fous qui lui ont servi. Qu'est-ce qui se disait au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, juste avant cette dissolution? C'est que de toute façon, rappelez-vous, que de toute façon, elle allait avoir lieu. Qu'elle aura lieu dans 3 mois? Qu'elle aurait lieu dans 3 mois au moment du vote, pratiquement certain, de la motion de censure sur le budget. Et par conséquent, dans des conditions où il n'aurait pas pris l'initiative. Est-ce que c'était fou par conséquent de dissoudre comme ça? Je pense que c'est une manœuvre qui est ratée parce qu'il pensait que la gauche démocratique n'allait pas se coucher du jour au lendemain devant Mélenchon. Banque de Pau, en 24 heures, elle s'est couchée. Comme elle l'avait fait en 2022, ça avait pris plus de temps. Là, en 24 heures, ils se sont couchés. Je pense que Macron a fait une erreur de calcul, mais je ne vais pas dire que c'était fou. De toute façon, il était condamné à dissoudre maintenant ou dans 3 mois. Les Français, sincèrement, quand vous interrogez les Français, j'imagine que vous en rencontrez beaucoup, ils sont quand même stupéfaits de ce qui se passe, de
cette dissolution qu'ils ne voulaient pas forcément, de dissoudre le jour où ils avaient eux-mêmes voté. Donc on leur redemande de voter. Tout ça juste avant de partir en vacances ou les JO. Enfin, non mais pardon, mais on n'avait jamais vu ça sous la Ve République. Moi, mais vous me posez une question, je réponds à la question. Je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites que cette dissolution, on ne voit pas où elle mène et que le pari a été... Ça crée plus d'anxiété qu'autre chose, quand même. Que le pari a été perdu. Mais la question à laquelle je répondais, c'est est-ce que vous me demandiez si c'était fou ? Ben, je vous répondais non, c'est pas fou parce que de toute façon, dans 3 mois, on aurait été dans cette situation. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est parfait. Je dis qu'il y avait que comme souvent en politique, il y avait que des mauvaises solutions. Il en a pris une, celle d'où il pense. D'ailleurs, qui était la moins mauvaise. Reparlons le 7 juillet, on sait jamais. Moi, plus ça va. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Plus ça va, plus je vois des gens qui commencent à réfléchir avec leur cerveau et d'autres qui commencent à réfléchir avec leur portefeuille. Ce qui n'était pas le cas et que la crainte, l'inquiétude, elle est en train de succéder à la colère. Je vois de plus en plus de gens qui ont voté RN ou qui n'ont pas voté ou qui voulaient exprimer leur colère le jour des européennes parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, qui le lendemain continuaient à penser ça. Cela dit, le RN continue de progresser dans les intentions de vote quand même. Vous avez vu que le Bardella, vous voyez bien qu'il revoit son programme pour justement rassurer tout le monde. Là, c'est le striptease. Bah oui, ça doit vous rassurer. Tous les jours. Il fait un programme de droite maintenant. Ah ben voilà, ça me rassure, mais en même temps, ça me confirme dans mon idée qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Tous les jours, ils enlèvent une pièce, il va se retrouver complètement à poil. Enfin, ça se verra pas parce qu'il est derrière son grand. Vous avez vu sa conférence de presse ? Il est derrière son grand écran avec ses 2 téléphones portables parce qu'il est incapable de répondre à une question des journalistes. Alors même s'il est à poil un jour ou l'autre, on le verra pas. Mais tous les jours, c'est un striptease. Tous les jours, ce programme s'effeuille comme un artichaut. Tout à l'heure, Claude Malhuret, vous avez prononcé une expression et je pense que ceux qui nous regardent ne doivent pas savoir à quoi vous pensez précisément. Vous avez dit, il y a encore une autre hypothèse, un gouvernement de techniciens. Oui. C'est quoi un gouvernement de techniciens ? C'est l'exemple italien, c'est Mario Draghi, c'est genre le patron de la Banque de France, un député pris au hasard qui ne serait pas affilié à une formation politique. C'est là où je vous disais tout à l'heure, je n'aime pas trop faire de politique fiction parce qu'il y a énormément de possibilités. Il y a la possibilité. Donc c'est quoi un gouvernement de techniciens ? Il y a la possibilité d'un gouvernement politique centriste, d'une majorité relative, ou alternativement, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu depuis 2022, la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite ne peuvent pas s'unir parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le cap à emprunter. Et par conséquent, ce gouvernement, il peut être un gouvernement politique. Il peut être aussi comme Draghi, qui a été... L'Italie s'est félicitée du gouvernement Draghi. Ça s'est très bien passé du temps Draghi. Un détail près, je suis allé voir, dans le gouvernement de Mario Draghi, il y avait des responsables de toutes les formations politiques. Oui. Donc c'était pas du tout un gouvernement apolitique. Non, mais l'Union nationale. Et lui, effectivement, président du Conseil, ça permettait de rassurer les marchés, d'éviter qu'il y ait une procédure. L'Italie, ils ont l'habitude de ça. Pardon. Là, vous êtes en train de parler d'un système qu'on n'a jamais essayé. Alors tout est possible. Est-ce que Emmanuel Macron n'est pas en train de dissoudre surtout la Ve République ? Je crois on a dit à plusieurs reprises, je vous parlais tout à l'heure de la première cohabitation, tout le monde pensait que ça allait se casser la figure. La première cohabitation, il y avait une majorité absolue, c'était la droite, la gauche, c'était assez clair. Et à chaque fois, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, que ce soit cette hypothèse ou que ce soit une autre... l'hypothèse que ça finisse avec une démission du président, elle vous paraît ça fait partie des hypothèses... Ça vous choquerait pas ? Il a annoncé qu'il ne démissionnerait pas, donc on peut penser... il avait annoncé qu'il n'y aurait pas de dissolution de l'Assemblée. Voilà, les circonstances politiques peuvent changer, donc ça fait partie des hypothèses possibles. Moi, je ne crois pas aujourd'hui que... donc vous n'êtes pas tellement... Si vous voulez, mon expérience parlementaire me fait dire qu'avant d'envisager une démission du président, il y a beaucoup de solutions et beaucoup d'étapes qui font qu'on peut se débrouiller. Peut-être de toute façon, ce ne sera pas bon, mais peut-être de façon pas du tout catastrophique, avec un gouvernement qui ne pourra pas voter toutes les lois qu'il veut, qui gouvernera par décret, la situation économique du pays n'est pas excellente, la situation financière du pays est compliquée. Et c'est pour ça que c'est regrettable. Il faut faire des économies. Voilà. On est sous surveillance de l'Europe, des agences de notation. C'est quand même pas une très bonne période. Non, et de toute façon, elle ne l'est pas. Donc ce qu'il faut, c'est envisager comment on peut en sortir, y compris par des voies qu'on n'a pas encore testées, par exemple comme l'Italie. Après tout, ça nous fera peut-être pas de mal. L'Italie qu'on fustigeait quand c'était comme ça, parce que je me souviens, en France, on disait regardez l'Italie, c'est le
foutoir, chez nous, on a des institutions. Pas du temps de Draghi. Avant Draghi, mais pas du temps de Draghi. Aujourd'hui, c'est Mélanie. Peut-être ça nous ferait du bien de commencer à penser qu'on peut gouverner comme les pays d'Europe du Nord, avec des coalitions qui marchent plus ou moins bien. En Allemagne, ça marche moyennement bien. Donc c'est la 4e République. Mais ça fonctionne quand même. Mais après, il y a un autre scénario qu'on n'a pas vu, puisqu'on est là à esquisser un peu tout ce qui peut se passer le 30 juin et le 7 juillet. Il y a le nouveau Front populaire aussi, parce que peut-être que les Français diront, au dernier moment, on a peur du Rassemblement national. Et l'hypothèse Jean-Luc Mélenchon à Matignon, Claude Malherbe. Il lui-même a dit, je m'en sens capable, je peux y aller. Je crois que c'est mal barré. D'abord, je suis stupéfait de voir leur dialectique qui arrive relativement à s'imposer, et notamment chez un certain nombre de vos confrères, mais essentiellement de leur part, qui considèrent le meilleur rempart contre le Rassemblement national, c'est le Front populaire. C'est pas du tout comme ça que ça passe. Au deuxième tour, qui gagne s'il y a le Front national contre LFI, il gagne beaucoup plus facilement que s'il y a le Front national contre quelqu'un du centre pour lequel la gauche votera. Et par conséquent, le meilleur rempart, c'est le bloc démocratique auquel j'appartiens. C'est un message qui a du mal à passer. Ben voilà, c'est pour ça que je le passe. Et pourquoi? Merci de me donner l'occasion de le dire. Parce que vous êtes inaudible aujourd'hui, le bloc central est inaudible. Peut-être. Là encore, bien sûr, c'est vrai ce que vous dites. Mais connaissez-vous un président de la République qui ne soit pas devenu le plus impopulaire du monde au bout de quelques années? Ça a commencé surtout les deuxièmes mandats. En général, les deuxièmes mandats finissent mal. Chirac au bout de 2 ans, Mitterrand au bout de 4 ans, Sarkozy qui a perdu, Hollande qui a même pas pu se représenter. C'est comme ça. Les Français usent, avec les réseaux sociaux en plus et toute la façon dont se passe la politique aujourd'hui, les Français usent leurs dirigeants à une vitesse considérable. Pas que les Français, à peu près partout. Vous avez Trump, vous avez Bolsonaro, etc., etc. Donc vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Et puis après, on les regrette. Donc vous avez raison, mais c'est peut-être pas non plus la faute absolue de Macron et des gouvernements de la majorité présidentielle actuelle. C'est le système actuel use les gens. Il est très hystérique avec les réseaux sociaux et c'est regrettable. Et puis après, on les regardait Chirac, traité de facho Chirac à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde regrette Chirac. Rapidement, dernière question. C'était pour répondre à Chenu qui me reprochait d'avoir gouverné avec Chirac. Si le RN gouverne, majorité absolue, vous pensez que c'est un tremplin pour la suite pour dans 3 ans, Marine Le Pen, ou qu'au contraire, non, je pense que c'est exactement le contraire. Et c'est pas dans 3 ans, c'est tout de suite. Enfin, le programme, c'est le même d'ailleurs sur le plan économique et social, économique que celui de la France insoumise. Un peu moins maintenant parce qu'ils l'ont revu. Un peu moins parce que l'artichaut s'effeuille, mais c'est open bar. L'artichaut s'effeuille, vous aimez bien cette expression? Attendez, leur programme, c'est le programme que Reagan décrivait chez les socialistes. Reagan disait, leur programme, c'est comme un bébé. C'est un tube digestif avec un énorme appétit à l'entrée et une irresponsabilité totale à l'autre bout. Ben voilà ce que c'est le programme aujourd'hui du Front National et de la France Insoumise. Merci. La France Insoumise le chiffre faussement et le Front National ne chiffre même pas les recettes et comment ils vont les obtenir. Merci, monsieur le sénateur.